Bonjour à tous, vous écoutez La Voix des Grands Lacs, la voix des peuples de la région d'Afrique des Grands Lacs. Ce soir, nous avons comme invité un ami, Monsieur Jean Damascène, alias Bonheur. Bonsoir, Bonheur. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Ça va très bien. Vous êtes aux États-Unis et je vais vous laisser peut-être présenter le thème que vous allez développer avec nous, que vous allez présenter à nos auditeurs. Merci beaucoup. Effectivement, je suis aux États-Unis. Aujourd'hui, je pense que nous allons en fait parler un peu du parcours du vécu, de ce que moi-même j'ai traversé pendant la guerre jusqu'en en 98. Donc, la période de 97-98 où nous avons vécu une guerre appelée guerre des infiltrés à Bachengezi. Je pense qu'on va essayer de parler de ça et puis voilà comment était la situation entre-temps. Écoutez, ça tombe très bien parce que le mois d'octobre, c'est le mois aussi de la mémoire, si je peux dire. C'est le mois des souvenirs, de souvenirs atroces, aussi bien pour la communauté rwandaise qui était restée dans le pays, mais aussi ceux qui étaient au Congo. Rappelez-vous, depuis 1996, l'armée rwandaise a attaqué la RDC, le Zaïre de l'époque. Et il y a eu des massacres atroces qu'on appelle généralement crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mais aussi crimes de génocide. La partie que vous allez développer concerne la période qui a suivi, mais cette fois-ci au Rwanda même. Est-ce bien cela, M. Bonheur? Oui, effectivement, octobre 90, le début de la guerre du FPR, octobre 96, c'est le déclenchement des attaques des camps de réfugiés au Congo. Et là, c'est de ce côté de l'après 94 sur lequel nous allons discuter. Et bien vrai que je vais surtout me pencher sur la situation de la guerre ou des assassinats qui ont eu lieu en 1997-98. Et bien sûr, ça, c'est après le retour forcé des réfugiés qui venaient de l'ex-Zaïre, le Congo. Eh bien, vous pouvez commencer. Je rappelle, pour ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, qu'il y a eu donc une guerre déclenchée par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame venant d'Ouganda à partir du 1er octobre 1990. Une guerre qui a duré presque 4 ans et qui a finalement abouti à un génocide et qui a provoqué la fuite de millions de Rwandais, surtout de l'ethnie Hutu, vers le Congo. Les Hutus qui fuyaient précisément les massacres du FPR et qui pensaient trouver la paix dans le pays voisin. Eh bien, 2 années plus tard, après 1994, le FPR les a poursuivis au Congo, a assassiné beaucoup de Rwandais. Beaucoup sont revenus par la force de la baïonnette. Et malheureusement, ça ne s'est pas terminé 2 années plus tard, 97-18. Eh bien, des massacres ont repris au Rwanda, mais dont on ne parle pratiquement jamais. Il se fait que vous êtes témoin, que vous étiez au Rwanda, vous étiez revenu du Congo et que vous avez assisté à de terribles massacres, cette fois-ci, vraiment documentés, dont vous êtes témoin oculaire, perpétrés par le Front patriotique rwandais. Vous pouvez donc nous parler nous témoigner sur cette affaire, vous pouvez apporter votre témoignage sur ces massacres. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vais d'abord commencer à dire que
la région du Nord, l'ex-préfecture de Ruhengeri n'avait pas entièrement été par la guerre du FPR. Il y avait des zones où pratiquement il n'y avait que des infiltrés du FPR qui devaient aller piéger des bombes et autres, mais il n'y avait pas eu une guerre frontale entre les ex-FARC et l'armée patriotique, le FPR. En 1994, c'était juste pendant, en avril, c'était pendant les congés de Pâques. Moi, j'étais en congé, j'étais au village. Donc, quand l'avion du président Juvenal Habyarimana a été abattu, nous, on était à la maison et la guerre s'est déclenchée. C'était au mois de juillet, juin, je crois, juin, juillet, comme ça. C'est surtout au début juin que la guerre a progressé vers notre région. Et avec les bombes, les fusils qui faisaient vraiment rage, nous avons pris la fuite comme les autres et nous avons quitté la région, et bien sûr en direction du Congo. Je me suis retrouvé à Goma où nous avons assisté vraiment à des morts terribles, des maladies où les gens mouraient comme des, je ne sais pas quoi dire. Donc, où on assistait à des temps de montagnes, de cadavres, où même les gens se déplaçaient pour aller se poser au milieu des cadavres parce qu'ils étaient désespérés. Il y avait des maladies de diarrhée, il y avait des maladies que nous, on ne connaissait vraiment pas du tout. Donc, je crois que j'ai fait à peu près plus d'une semaine à Goma et après, nous avons décidé avec la famille d'aller dans les camps de réfugiés de Qataré. De Qataré, nous y étions pendant, bien sûr, depuis, je crois, depuis août 94 jusqu'à octobre 96. Eh bien, je suis resté dans ce camp de réfugiés, se débrouiller comme les autres. Et octobre 96, les camps de réfugiés ont été attaqués. Et j'ai fui comme les autres. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais malade, je souffrais du paludisme. Je suis allé, je me suis retrouvé dans les forêts où j'ai toujours assisté à des événements terribles, des morts, des gens qui mouraient de soif, qui mouraient de faim. Et j'ai traversé la forêt de Virunga et je me suis retrouvé à Mugunga, notre camp de réfugiés de Mugunga. Ah, bien sûr, on a fait, je crois qu'on a fait près d'une semaine. À l'époque, je vais dire la vérité qu'on n'avait même pas de notion du temps. Puisque quand on traversait la forêt, à un moment donné, on ne pouvait même pas regarder le ciel. C'était une forêt dense, étouffée. On ne pouvait pas regarder où est le soleil, d'où vient le soleil, où va le soleil. Est-ce que c'est à quelle heure? On n'avait plus de notion de temps. Bon, je vais parler de moi parce que je n'avais même pas de montre. Donc, durant près de 2 semaines, on s'est retrouvé à la sortie, donc à l'entrée de Camp Mugunga. Je me rappelle qu'on a rencontré des militaires qui étaient juste là-bas, un peu cachés. On ne savait pas
qui sont ces militaires? Mais ils appellent quelqu'un qui est vers, ou là-bas sur la place, soit on le frappe à mort, soit on le fusille, mais on ne comprenait pas. On ne comprenait pas du tout. Donc, bien, il y a beaucoup de gens qui ont été tués à ce niveau. Et moi, j'ai eu la chance d'échapper. J'ai continué. Et quand on était dans ce camp de Mugunga, il y avait vraiment plein de monde, mélangé des réfugiés, mélangé des FPR, des militaires du FPR. Donc, c'était vraiment catastrophique. Et on a fait quelques jours, je ne sais pas combien de jours, parce qu'on ne dormait pas très bien, on ne savait pas vraiment est-ce qu'il est nuit, quel jour, quelle date. Et après quelques jours, c'est là où on écoutait la radio Rwanda, on disait, oh non, il faut les laisser. Ils ont simplement deux choix. Soit ils peuvent rentrer au Rwanda ou bien ils peuvent rentrer au lac Kivu. Pour dire qu'ils avaient déjà encerclé partout. Donc, il y avait les militaires du FPR partout. Donc, il y a les jeunes qui ont décidé maintenant de quitter le camp. Bien sûr, il y avait aussi des ex-FARC. Et nous, comme on était aussi les jeunes, on a dit, oh, non, on va poursuivre. Si on va, au lieu d'aller dans le lac Kivu, on va poursuivre. Donc, on a quitté le camp de Mugunga en direction de la région de Massissi. Bien sûr, on ne savait même pas parce que on n'avait jamais été là-bas. Et je me suis retrouvé dans un cas de réfugiés. J'ai rencontré encore des réfugiés qui venaient des camps de Katare, de camps de Kibumba, de camps de Kaindo. Ils se sont retrouvés vers la zone qu'on appelle, c'était à Nyamitabo. Et je me rappelle, on est arrivé à Nyamitabo, donc on a fait trois jours, 3 nuits en train de marcher. Et quand on est arrivé, on a dit, ouf, on va se reposer. On est arrivé là-bas, c'était 14 heures. Au moment où on a trouvé les gens qu'on connaissait, on commençait à dire, oh non, on venait de Mugunga, ils préparent quelque chose pour nous donner. Quelques temps après, pouf, Soka aussi attaqué. Donc, on a continué. Bien sûr, il y a les gens qu'on a rencontrés qui étaient en train de pleurer. Quand on a demandé, ils disent non, ils étaient juste tout près de Nyamitabo. Il y a une zone qu'on appelle Kichanga. À Kichanga, ils ont espéré à tuer beaucoup de gens. Et à un moment donné, d'après les on-dit, ils ont amené les camions pour transporter ces cadavres. Donc, il y avait vraiment, je pense que peut-être tous ceux qui connaissent cette région ou ceux qui ont pris cette voie, ils savent de quoi je parle. Donc, quand ils ont attaqué ce camp, là où on se retrouvait, on a continué à fuir en direction à l'intérieur de Massissi Rutshuru. Donc, je me rappelle, on a traversé une rivière qu'on appelle le Shoga. Le Shoga aussi semble être rentré dans l'histoire des réfugiés qui ont pris cette voie où vraiment, donc c'est entre des montagnes, vous descendez et pour encore remonter directement en traversant cette rivière. Mais le FPR a mis des positions sur les deux montagnes. Dès que vous descendez, vous arrivez et ils regardent si les gens tentent de traverser parce qu'il n'y avait pas de pont. Donc, il y avait un bois, et je dirais, comment dirais-je, c'était un arbre, pas un arbre, un bois qui était posé sur la rivière.
Et les gens, il y avait les militaires vraiment qui sont arrivés, ils ont vu que c'était très difficile. Ils ont essayé de chercher du bambou, des longs bambous. Bah, peut-être qu'ils ont attaché deux à la fois et attaché à la rivière. Donc, cela facilitait les gens pour traverser sur un cerf-bois qui était posé sur la rivière. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme il y avait beaucoup de monde, les gens voulaient traverser en masse. Et le FP regarde, dès que vous arrivez juste au milieu, ils envoient des bombes, ils envoient des roquettes et tout le monde est dans l'eau. Cette rivière aussi de Rushoga euh, a vraiment emporté pas mal de Rwandais, de réfugiés. Donc, en passage, je peux remercier aussi les militaires vraiment qui ont tout fait pour essayer d'aider. Il y avait des femmes avec les enfants, des femmes enceintes, des vieillards qui ne pouvaient, parce que pour traverser, c'était vraiment une lutte. Alors que la lutte aussi pouvait entraîner les gens à aller dans l'eau. Donc, pour aller un peu vite, nous avons pu traverser à ce niveau et nous sommes allés et chaque fois qu'on partait, le FPR, ils étaient devant, ils nous pourchassent, on revient en arrière, on redépart, on passe les nuits sous la pluie. C'était vraiment pénible. Oh, en fait de compte, on se retrouve dans une zone où on a dit on est fatigué. Mais en passant encore, je peux dire que aujourd'hui, quand je réfléchis, je me pose la question. Parce qu'à chaque fois qu'on était en train de marcher, de fuir, on voyait un avion et l'avion avec les écritures en grand et c'était écrit HCR. Et nous, on se disait qu'en fait, à ce niveau, le HCR cherchait les réfugiés pour pouvoir les sauver ou bien les aider, ainsi de suite. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que ce que cet avion faisait, c'était pour faire la reconnaissance et renseigner les éléments du FPR où les réfugiés se retrouvent. Parce que ce qui était étonnant, c'est que même pendant la nuit, qu'on pouvait essayer de marcher pendant la nuit, le matin, on se retrouvait avec les éléments du FPR qui sont devant nous. Et on n'avait plus rien compris. Donc, on a resté dans cette situation. Le FPR n'a jamais cessé de poursuivre les réfugiés dans cette région jusqu'en 97. Et les gens étaient vraiment fatigués. Il y en a beaucoup qui étaient déjà rentrés. À un moment donné, presque tout le monde, ils ont décidé de quitter, de repartir au Rwanda. Mais bien sûr, comme il y avait aussi les ex-FAL, eux aussi sont rentrés. Parce que le FPR, je me rappelle qu'un jour, la radio Rwanda disait que non, que Paul Rwanda-Kabije est rentré au Rwanda, on l'a amené dans un hélicoptère, il est à Kigali, mais pourtant c'était faux. Donc, tous ces militaires agacés, et aussi, ils ont fini par rentrer. Donc, c'était en 84 à 96 que moi, personnellement, je me suis retrouvé au pays où nous avons assisté encore à une situation que je ne peux vraiment pas qualifier. Donc, ce qui était étonnant, c'est que
la guerre étera entre les ex-FAL, appelés les infiltrés, et les éléments du FPR. Mais ce qui était là, c'est que quand la guerre a commencé, les attaques ont commencé, le FPR a tout fait simplement de tuer le maximum de la population. Donc, depuis, je pense que c'est depuis mars 97 jusqu'à octobre 98, la population de cette région n'a jamais eu au moins un jour de repos, un jour de réflexion, un jour de faire quoi que ce soit. C'était toujours les massacres. C'était toujours les massacres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les éléments du FPR venaient souvent, dès qu'ils rencontrent les infiltrés, les ex-FAL, après leur bataille, le FPR s'organise maintenant pour rentrer dans la population. Ils commencent à massacrer. Ils ont tout fait. Donc, voyez, par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient. La préfecture de Ruhengeri et Gisenyi sont des préfectures vraiment très montagneuses. Donc, les éléments du FPR s'élevaient à 4h, 5h du matin. Ils commencent à se déployer sur les montagnes. Et à 6h, s'ils voient quelqu'un, la première personne qui sort de la maison, ils commencent à tirer. Ils vont tirer, la population sort de leur maison et on les envoie maintenant dans les vallées. Quand ils vont vers 10h, 11h comme ça, ils voient qu'il n'y a plus personne juste sur les montagnes et ils commencent maintenant à envoyer les militaires dans les vallées. Commencer à concentrer, à serrer de toutes parts la population. Et des fois, ils les appellent, oh, venez, venez, on va faire une réunion, venez, on va faire une réunion. Vous voyez que la population n'a pas de choix. Les gens sont en train de courir, ils n'ont pas de choix. Donc, ils pensent que c'est une réunion. Et ils sont assis ensemble. Ils commencent à dire, serrez-vous, serrez-vous. Maintenant, ils commencent à jeter des grenades, commencent à fusiller, commencent à frapper avec des petits houts, on appelle les gafouni, les grands bois, je ne sais pas comment on appelle ça, les ubuhiri en Kinyarwanda. Donc, ils avaient tout ce qu'il y a pour vraiment tuer les enfants, les bébés, les mamans, les vieillards, tout, sans distinction. Donc, nous avons vécu dans cette situation depuis mars 97 et cela a été fait à plusieurs endroits. Nous, comme on était déjà jeunes, des fois on courait. Vous vous retrouvez dans d'autres communes, vous vous retrouvez dans d'autres préfectures et avec le risque aussi de... Vous prenez le chemin que vous ne maîtrisez pas. Des fois même, vous avez le risque d'être confondu ou d'être appréhendé par la population malmenée par le FPR. Donc, c'était vraiment très, très pénible. Alors, cette situation a évolué au fur et à mesure.
Mais à chaque fois qu'ils viennent, après avoir assassiné tous ceux qu'ils ont eu à assassiner, ils commencent maintenant à brûler tout. Les greniers de haricots, de maïs, de sorgho, rien ne restait derrière eux. Les maisons, ils brûlaient tout ce qui pouvait être brûlé. Ils emportaient les animaux, les chèvres, les vaches, tout. Et d'autre part, ils prennent la population qu'ils ont pu récupérer ou bien qu'ils ont pris dans d'autres régions pour venir piller la zone. Donc, monsieur l'ambassadeur, il y a eu plein de choses. Je me rappelle, moi, je me suis rendu un jour dans la commune de Karago. Je me suis rendu dans la commune de Gitchie. Je suis arrivé dans la commune de Gatonde. Je suis arrivé dans la commune de Gitchie vers, il y a un marché qu'on appelle le marché de Vunga. À ce niveau, j'ai rencontré plein de gens qui venaient de la commune de Wulinga, dans l'ancienne préfecture de Gitarama, et aussi qui racontaient comment le FPR était en train d'assassiner les gens là-bas. Alors, tout cela se faisait sous prétexte de quoi? En fait, c'était, il disait que c'est à cause des infiltrés. À cause des infiltrés, mais je me rappelle que je n'ai pas de date, mais je sais qu'un jour, il y a eu la période où le président Pasteur Bizimungu lui-même, le général Kagame, le général Sam Kaka, le général Kayumba Nyamwasa, le colonel Frank Mugambage, le député Tito Rutarema et d'autres responsables du FPL également. Ils ont à plusieurs reprises menacé de soumettre la population civile à des punitions collectives, y compris la mise à mort, sous prétexte que de collaborer avec les infiltrés. Alors, cela m'amène à me poser beaucoup de questions. Lorsqu'on vient tuer les vieillards, les bébés, les femmes et les enfants, dire qu'ils collaborent avec les infiltrés. Les infiltrés, ils passaient par où? Ce n'est pas la frontière. Les militaires, ils étaient où? Comment peut-on confondre la population? Aller tuer les vieillards de 70 ans, 80 ans, dire que ce sont des infiltrés. C'était vraiment très pénible. C'était très pénible parce que ces menaces ont été mises en exécution. C'est surtout au cours des opérations militaires, à plusieurs reprises que le FPR vraiment a mené. Et nous, si ce n'est pas grâce à Dieu simplement, ce n'est pas parce qu'on était plus fort, ce n'est pas parce qu'on était génie, ce n'est pas parce qu'on était autre chose, on a échappé belle. Parce que des fois même, donc, c'est comme ils avaient un cercle fermé, mais vous courez, ils tirent tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent tirer, tuer, et les autres, ceux qui échappent, bien sûr, ils échappent. À plusieurs reprises, ils ont mis les gens dans les églises, les assemblées, les tuer. Je me rappelle un jour où il y avait les dames, les sœurs religieuses qui faisaient des prières.
Et ils ont décidé d'aller dans une église. Et quand le FPR est venu, ils n'ont même pas tardé un peu pour assassiner tout le monde. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils faisaient tous les jours. Ils ont tué pas mal de gens. Et lorsque vous regardez, par exemple, dans la région, il y a des communes où on a rasé toutes les montagnes, toutes les collines. On vient toutes les collines. On rase tout le monde. Jusqu'à ce qu'il y a des endroits où tu peux aller et tu peux faire une cellule qui était habitée à l'époque de peut-être de plus de 500 personnes et tu peux compter une dizaine. Il y a des endroits comme ça. Et nous, comme j'avais fait, quand j'étais au collège, j'avais commencé le collège avant la guerre, donc j'avais fait le scoutisme et j'avais fait aussi le Croix-Rouge. Donc, je me suis dit que comme ils tuaient les gens, les laissaient en plein air dans les montagnes. Aujourd'hui, si vous allez, par exemple, c'est parce qu'il n'y a personne pour parler. Il n'y a personne pour dire ce qui s'est passé. Mais les montagnes sont pleines de cadavres. Les gens n'arrivent pas à cultiver. Ça veut dire que vous cultivez et vous êtes en train de mettre de côté, de part et d'autre, les cadavres. La façon dont on tuait les gens, on ne pouvait pas les enterrer. Donc, moi, ce que je faisais avec certains jeunes qui étaient là, non, on disait, oh, c'est mieux, même si on ne peut pas les enterrer correctement, mais qu'on les mette, on met sous le sort pour que les corps ne se décomposent pas pour poser des problèmes par la suite. Mais on ne pouvait pas aussi tout faire. C'est surtout ce qui était au bord de la route, de la voie, dans les maisons, ainsi de suite. Mais il y a eu des massacres qu'on ne peut vraiment pas, qu'on ne peut pas, je n'arrive pas à comprendre parce que aujourd'hui, c'est là où je réfléchis. À l'époque, je ne réfléchissais pas. J'étais comme un cadavre ambulant. Parce que tous les jours, si tu passes la nuit, tu sais que le jour ne va pas passer. Tu passes une journée, tu sais que la nuit, tu va pas passer, ça ne va pas passer. Donc, c'était vraiment très pénible. Quand je réfléchis à ça, moi, je n'ai pas été là où on a fait le génocide. Mais moi, je m'imagine, je suis en train de m'imaginer. J'ai pris mon temps pour réfléchir, pour m'imaginer cette situation. Et quand les gens font des témoignages, par exemple, pour dire, oh, il m'a caché, mais il n'a pas pu cacher quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vécu cette situation où j'avais ma tante, c'est une grande sœur à ma mère. Et quand c'était très compliqué, j'ai décidé en fait d'y aller, pensant que peut-être comme il était dans la commune de Ramboura, et je me disais que peut-être c'est chez nous ce moment où c'est très compliqué. Et je suis allé là-bas, j'étais avec mon petit frère. On arrive là-bas, on fait une journée. Le deuxième jour, on dit, ah, les éléments du FPR, ils sont en train ils ont fait des attaques, ils sont en train de faire comme un ratissage. Mais ce que je veux dire, c'est que le mari de ma tante, ça veut dire c'est comme mon père. Le mari de ma tante, il a eu peur. Il dit, mais si on vous retrouve ici, qu'est-ce qu'on va dire?
Si on vous trouve ici, on va dire que vous êtes les infiltrés, on va vous tuer avec moi. Il dit non, sortez, sortez, partez. Ben, j'ai réfléchi 2 fois et je me suis dit peut-être que le jour est arrivé. Donc, au moment où je voulais sortir, ma tante avait entendu et elle est venue. Elle dit, mais où tu veux qu'ils aillent? Et il nous a dit de rentrer dans la maison. Nous sommes rentrés. Les militaires sont venus, mais heureusement, ils ne sont pas rentrés dans la maison. Mais je vous dis franchement que le monsieur était prêt peut-être à dire non, ils sont ici. Alors que ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la deuxième fois. Quand on était petit, on partait là-bas avec ma mère, on partait là-bas avec mes grandes soeurs, mes grands frères, et ils nous connaissaient très bien. Mais ce que je veux dire là-bas, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, je ne peux pas le condamner. Sous la peur, sous la pression, la façon dont il voyait les gens les tuer. Donc, je ne peux pas le condamner. Je ne peux pas l'en vouloir. Ben, justement, cher Bonheur, là, vous parlez, on le sent avec beaucoup d'émotion, ce qui est tout à fait normal. Ce sont des choses très graves. Est-ce que vous avez dans votre famille eu des victimes, dans la famille directe, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, dans votre village ou dans la région où vous étiez, est-ce que le FPR a massacré des personnes appartenant à votre famille directe? Monsieur l'ambassadeur, je pense que en fait, je ne voudrais pas trop rentrer dans ce témoignage, parce que je sais que si je vais commencer à citer cela, je ne pourrais pas continuer On comprend tout à fait. mais On a compris que vous l'avez subi, que vous yeah. avez eu ça, mais n'en parlez pas dans les détails. Mais brièvement, c'est quoi? J'ai ma grande sœur, quand on était au Congo, il avait son enfant au dos. Il a reçu une roquette qui a traversé son enfant et coupé en 2 morceaux. Et lui, la roquette a attrapé juste sous le bras. Donc, elle est morte en train de parler. Donc, il a déposé l'enfant. Et c'est au fur et à mesure que le sang a fini et puis elle est morte. Deuxièmement, j'ai mon petit frère. Il a été fusillé. Et là-bas, il a traversé le ventre. Ça veut dire que les intestins étaient dehors. Et il a fait plus de 4 jours. Il ne peut pas manger parce que quand il prenait quelque chose, même l'eau, ça sortait. Il ne peut pas manger, il ne peut rien faire. Il parle. Il parle. Donc, il est mort plus de 4 jours, je crois. Et nous, on était là pour simplement, on prend un tissu, on attrape les intestins, on remet à l'intérieur. Bon, il y avait... Mais bref, moi, j'ai plus d'une vingtaine de personnes de ma famille qui sont morts. Donc, Et c'est bien après la plus période du proche. génocide. Donc, pendant cette période où le FPR ratissait la région, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont été tuées. Oui. Donc, plus de 20 personnes. Plus proche de la famille. De la famille, ce n'est pas loin de la famille. Mais j'ai un cousin aussi. On l'a fusillé. Également, il a reçu une balle au ventre.
Mais pour lui, c'est comme si on l'a fusillé en face, mais la balle est sortie par l'arrière. Et vous savez que par l'arrière, le dos, en fait, là où la balle sort, c'est là où ça s'ouvre. Mais lui aussi, il est mort comme ça. On l'a enterré. Et quand on l'a enterré, le lendemain, le FPR est venu. On l'a déterré, j'étais juste dans la rue. Nous, on n'a rien compris. On n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait. Il y a un ami qui s'appelle Shadrach. Il venait juste de finir ses études à l'école normale primaire de Lamboura. On l'a mis dans un grenier de sorgho. On a brûlé le grenier et on l'a brûlé vif. Il y a un de nos aînés à l'école qui s'appelle Modeste Mirarilo. Il finissait ses études à l'école nationale à l'école de santé à Ruengeri. Quand il partait pour aller rendre visite à sa famille, on l'a frappé à mort. Dire que non, il venait pour soigner. Lui, il dit non, moi je viens pour rendre visite à ma famille. Non, tu viens pour soigner les infiltrés. Là, ce que vous voulez dire, en fait, c'est que toutes ces personnes ont été tuées par l'armée de Paul Kagame, du FPR. Exactement. Et dans une zone bien restreinte chez vous et pas dans tout le pays. Ce que vous dites, c'est local. Je suis en train de parler, ça ce n'est même pas toute une commune, c'est juste un secteur. C'est vraiment les gens qui ont fait même école, qui faisaient même marché, qui faisaient. Ce sont des gens autour. Un certain un frère qui finissait ses études à l'école d'ARC2, finissait ses études à l'école vétérinaire de Kibisabo. On les a assassinés. Ils les ont tués comme ça. Il y a une fois, les militaires sont venus. Ils ont fait cette attaque globale. Ils ont plus de 2000 personnes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils viennent, ils choisissent les hommes, les jeunes, les enseignants, les intellectuels, on les achemine, on les a pris. Et quand tu vas dans les montagnes, une ligne kilométrique, jusqu'à nos jours, parmi tous ceux qui sont partis, et c'est la même région, on ne sait même pas leur destination. On ne sait pas. Depuis 1997, on ne sait pas. Il y avait plein des enseignants. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas trouver un seul enseignant, un ancien enseignant à l'époque qui est là-bas. Non. On les a tous assassinés. Peut-être s'il y a quelqu'un qui a échappé belle, c'est celui qui était en prison. S'il était en prison et qu'il a eu la chance d'être libéré par la suite, yeah, on peut dire que lui, il est là. Mais en principe, lorsque vous regardez les assassinats, un ancien bourgmestre de la commune Ngouri, par exemple, et son adjoint, l'ancien bourgmestre, je pense qu'il s'appelait Gatsimbani. Son adjoint était M. Gaspard. Ils ont été tués. Un ancien censeur de la commune de Nyamutera, M. Jean Dodien Ziriguichi, il a été tué. Il y a eu beaucoup il y a eu
des juges, les ex-juges de canton, les inspecteurs. On a tous tué ces gens-là. Alors, je vais vous demander peut-être de préciser une chose, parce que là, on s'oriente vers la fin de notre première partie. Hein. D'ici 5 minutes, on en aura fini. Est-ce que toutes ces victimes avaient un point en commun? Non, ce n'est pas possible. Je Je donne veux un dire, exemple. sur le plan au Rwanda, vous savez, au Rwanda, on parle d'ethnie, il y avait des Hutus, des Tutsis et des Batwa. Est-ce qu'il y avait un point commun entre toutes ces victimes? Non, non, il n'y avait pas de point commun. Tous les victimes, oui, il y avait des points communs. Le point commun, c'est quoi? Ce sont des Hutus. Parce que quand ils venaient, des fois, ils peuvent faire des attaques. Mais avant de le faire, ils sont très malins. Avant de le faire, s'ils savent très bien qu'ils vont faire des opérations, ils vont signaler à leur sujet les Tutsis qui sont dans la région. Non, vous esquivez vers telle direction. Et puis, voilà, nous, on va continuer. Bon, les Batois, il n'y en avait pas beaucoup, mais les Batois qui étaient là, on ne les a pas laissés. Ils ont été tués. Ils ont été tués. Ils ont été tués de la même, à même titre que les Hutus. Donc, il y avait vraiment un point commun, ça veut dire les gens qui sont recherchés. Maintenant, lorsqu'on parlait des infiltrés, et je donne un exemple d'une grand-mère. C'est une grand-mère, une maman, Madame Miandago, qui s'appelait Rosalie. Elle avait plus de 70 ans. On l'a assassinée. Est-ce que c'est une infiltrée? Donc, c'est seulement ce que je le disais, comme ces autorités avaient déjà prédit. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qui a été fait, exécuté. Et n'oubliez pas que, bien avant, on avait dit que le plan était pour planter le tabac, le territoire. Et nous tous, on sait que c'est où on plante le tabac dans notre culture. C'est à l'endroit où soit quelqu'un était habité et il a déménagé pour aller ailleurs, on détruit la maison, on plante le tabac. Ou bien, les gens sont tous morts, il n'y a plus personne dans la maison, on détruit la maison, on plante le tabac. Donc, le projet de planter le tabac dans la région du Nord était déjà prémédité et c'était déjà connu et ça veut dire ce que ça veut dire. Il y avait aussi un système qu'on appelle Punguza. Punguza, c'est diminuer. Diminuer qui? Je ne sais pas. Mais de toute façon, aujourd'hui, je sais maintenant que qui on voulait diminuer. Donc, je crois que c'est quand même un peu aberrant, c'est très étonnant que lorsque... Mais je reviens sur une chose. Au moment où le président Bizimungu disait ça, chez lui à la maison, le FPR a bombardé sa cour, détruit complètement chez lui. Il y avait, je crois qu'il y avait l'ancien major Manlagua Jacques qui était député au FPR. Je ne sais pas si c'était au FPR ou bien MDR, je ne sais pas. Mais je sais qu'il était député. Sa mère, de près de 80 ans, elle a été assassinée. Est-ce que c'était vraiment un infiltré Mouchengezi? Est-ce que c'était quelqu'un qui combattait? Donc, c'est pour cela, en fait, j'ai dit que lorsqu'on peut dérouler la liste, c'est mieux de compter ceux qui sont restés que de compter ceux qui sont morts. Parce que si vous vous amusez à compter ceux qui sont morts, vous n'en finirez jamais. Et je vais vous remercier pour cette première partie de votre témoignage. Nous en aurons quelques autres. Vous m'avez suggéré de subdiviser ça en parties d'à peu près 30 minutes.
pour respirer parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de rester à parler toutes ces, de toutes ces morts. Ça vous amène à penser à votre famille, aux amis, aux frères et sœurs qui ont été assassinés pendant cette période. Et donc, nous allons peut-être suspendre notre émission et nous poursuivrons dans la deuxième manche qui doit arriver incessamment. Je vous remercie en tout cas, bonheur. Je vous remercie également et je remercie pour vos téléspectateurs. Merci beaucoup et à bientôt.